Tous mes vœux, Jean-Christophe Lagarde, bonne année à vous et à tous dans ceux ce qui nous studio. écoutent. Merci. Donc, je disais, le mouvement des Gilets jaunes est toujours présent, de plus en plus violent, avec des forces de l'ordre qui sont violemment agressées, avec un ministère qui a été attaqué, celui du Parlement, des relations avec le Parlement ce week-end. Comment restaurer l'autorité de l'État dans ces conditions ? D'abord, la première chose, c'est de restaurer l'ordre. Vous l'avez dit, où est-on arrivé pour que 3500 manifestants dans Paris ne soient pas contrôlables et puissent pénétrer dans un ministère, mettre une institution en danger ? C'est évidemment inacceptable, condamnable, mais enfin, pourquoi en arrive-t-on là ? Pourquoi en arrive-t-on là ? Je ne reviens pas sur les causes, le mépris de M. Macron vis-à-vis du peuple pendant des mois et des mois, mais pourquoi en arrive-t-on là ? C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'avoir un État ayant suffisamment d'autorité et de volonté pour arrêter les choses. Je vous donne un deuxième exemple. Personne ne l'a vu. Le 23 décembre, un dénommé Christophe Chalençon, qui est un leader des Gilets jaunes, paraît-il, publie sur Facebook une vidéo appelant l'armée à l'insurrection et à renverser la République. Est-ce que ce monsieur est poursuivi aujourd'hui par le gouvernement ? Enfin, on a le droit d'appeler au renversement de la forme démocratique du gouvernement dans notre pays sans être poursuivi. Où est-on ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant une traduction politique aux Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est une expression invocable. Mais pardon, entre les 300 000 personnes qui étaient là au mois de novembre et les 50 000 qui sont là, ce ne sont plus les mêmes. On ne parle plus des mêmes personnes. Et quand il y a une crise, il faut trouver une traduction politique, c'est-à-dire la construction d'un mouvement, d'une proposition. On voit bien d'ailleurs que la revendication n'est plus sociale, elle est politique. Elle conteste M. Macron et l'ensemble des institutions. Très bien qu'il crée un parti politique, qu'il fasse des propositions et qu'il se soumette au peuple. Parce qu'on ne peut pas parler au nom du peuple sans se soumettre à lui lors d'élections. C'est le rôle maintenant de ceux qui se prétendent encore Gilets jaunes. Alors, il y a des réponses qui sont apportées par le gouvernement. Il y en a, le président de la République a donné quelques réponses d'urgence. Et là, maintenant, on parle aussi de ne plus supprimer la taxe d'habitation pour 20% des Français, c'est-à-dire qu'au début, elle devait être supprimée pour 80% des Français, et puis après, totalement, pour tous les Français. Et là, Bruno Le Maire et quelques membres du gouvernement disent, pour les plus aisés, entre guillemets, on pourrait, parce que aisé, il y a aisé et aisé, je dirais, eh bien, on pourrait la maintenir. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, absolument pas. On voit d'ailleurs un gouvernement qui a complètement perdu le nord, perdu la tête, qui cherche par tous les moyens à répondre. Vous étiez pour la suppression de cette taxe, ou à l'origine ? Moi, j'étais pour la fusion de la taxe d'habitation et de la taxe foncière et la mettre sous condition de ressources. D'accord. C'est-à-dire sous condition de vos revenus. Ça aurait été une réforme moderne, je l'avais dit à M. Macron d'ailleurs, parce que la promesse des 80% de suppression de taxes d'habitation est une démagogie, et le Conseil constitutionnel... Pourquoi c'est une démagogie ? C'est une démagogie parce que, évidemment, que ce que vous ne payez pas dans la suppression dans la taxe d'habitation, vous le payez ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs sur les taxes sur l'essence. Par un processus de compensation. C'est ce qui se passait sur les taxes sur l'essence. On diminuait d'environ 3,5 milliards chaque année les taxes d'habitation et on augmentait de 3,5 milliards la taxe sur l'essence. C'était un tour de passe-passe. Aujourd'hui, dire que 20% des Français vont payer les impôts des 80 autres pourcents, ça peut être très populaire. Ça pourrait être anticonstitutionnel d'ailleurs. Mais ça peut être très populaire, c'est d'abord totalement démagogique et c'est inconstitutionnel d'après ce qu'a dit le Conseil constitutionnel lui-même qui demande une vraie réforme de la fiscalité locale. C'est ce que vous nous demandez. Pas des mesurettes électoralistes. Un coup, je te supprime la taxe d'habitation, un coup, je te la supprime plus, en fonction des sondages. C'était dans les promesses du président de la République. Oui, mais c'est une promesse démagogique, je le disais pendant la campagne, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que la bonne réforme, parce que tout le monde paye des impôts locaux, même quand vous êtes locataire, vous payez la taxe foncière, mais on ne tient pas compte de vos revenus. Si vous gagnez 2 000 € par mois ou si vous êtes au RSA, vous payez la même chose à travers votre loyer. D'accord ? Vous ne le payez pas au percepteur, mais vous le payez à travers le loyer. Or, puisque vous habitez quelque part, vous mettez vos enfants à l'école, on ramasse vos ordures, on soigne vos rues, on les éclaire, etc. À ce moment-là, il y a un impôt à payer par tout le monde, mais en fonction de ses revenus et directement au percepteur pour qu'il n'y ait pas ceux qui croient ne pas en payer. Donc c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Alors, il y a un grand débat national qui doit s'ouvrir en France. Il y a déjà des mairies qui ont ouvert des registres de doléances. Qu'attendez-vous de ce débat, ce grand débat ? Il y a deux solutions. Soit c'est un débat bidon organisé par le gouvernement pour essayer d'éteindre l'incendie. Et à ce moment-là, je pense que l'incendie repartira encore plus fort après le débat, c'est-à-dire au printemps. Soit c'est un vrai débat et j'invite tous les citoyens à y participer. Vous allez y participer vous-même ? Bien sûr. Après tout, on a eu pendant un an un président de la République qui ne voulait rien entendre et rien écouter. Maintenant qu'il dit j'accepte d'écouter ou je voudrais bien écouter, il faut parler. Vous-même ? Nous allons y participer par nos propositions pour expliquer comment on doit régler les deux principaux problèmes de notre pays. C'est pas à titre personnel, au titre du parti.
en tant que parti politique, notre formation politique, groupe parlementaire que nous représentons à l'Assemblée et au Sénat. C'est bien légitime. Il y a deux problèmes centraux. Premier problème, c'est l'inégalité qui existe entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui en gagnent moins. Ouais. C'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent dans un pays, mais il faut que ceux qui en gagnent moins puissent s'en sortir. L'inégalité sociale entre les revenus. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet, c'est l'inégalité entre nos territoires. Il n'est pas normal qu'on ne garantisse pas le même droit au déplacement, à l'éducation, à la téléphonie mobile, aux services publics dans un petit village de France qu'au cœur d'une grande métropole. Parce qu'au cœur de la grande métropole, ce sont les gens les plus riches qui vivent et qui ont les meilleurs services publics. Et au fin fond du village, ce sont souvent les gens les plus défavorisés qui vivent et qui n'ont plus le droit au service public. Il faut donc une solidarité entre les territoires. Et moi, je vous fais une proposition, je suis pour qu'un tiers de ce qui est produit comme richesse dans les grandes métropoles serve à financer des services publics, y compris déficitaires, dans les villages, dans les villes moyennes, parce que... C'est possible de faire ça? Mais bien sûr que c'est possible. Et ils ont le droit au progrès. On a besoin des métropoles pour être dans la compétition mondiale, pour progresser. Mais il faut que ce progrès ne bénéficie pas qu'à ceux qui y vivent, c'est-à-dire ceux qui sont les plus riches. Est-ce qu'il faut parler de certains sujets qui paraissent un peu tabous, comme l'immigration, le rétablissement de l'impôt sur la fortune? Est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il faut aborder ces sujets-là? Moi, je pense qu'en démocratie, il n'y a aucun sujet tabou. L'immigration, très franchement, ce n'est pas au niveau français qu'on le réglera. C'est au niveau européen, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Soit on protège nos frontières tous ensemble, on gère l'immigration tous ensemble, soit il y a des trous dans la passoire, et à ce moment-là, tout le monde rentre. Deuxième sujet, l'ISF. Moi, je ne suis pas du tout pour le rétablissement de l'ISF. Parce que l'ISF, c'était un impôt qui, finalement, n'était même pas payé par les vrais riches. Monsieur Dassault, Madame Bettencourt ne payaient pas l'ISF. Par contre, tous les artisans, les boulangers, les médecins, ceux-là payaient l'ISF. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, c'était même un impôt injuste. Il faut en revanche que la contribution de chacun, en fonction de ses revenus et pas de son patrimoine, soit plus grande, c'est-à-dire concrètement que quand on gagne beaucoup d'argent, on paye plus d'impôts sur le revenu sans avoir besoin d'aller sur un impôt ISF, dont je rappelle, parce que tout le monde l'a oublié avec les Gilets jaunes, que nous étions le dernier pays d'Europe à en avoir un encore. Vous avez appelé un nouveau pacte républicain. C'est quoi un nouveau pacte républicain? Un nouveau pacte républicain, c'est un Parce pacte... qu'on se berce de mots, là. Non, ça dit des choses très claires. C'est d'abord un pacte démocratique qui fasse que tous les pouvoirs ne soient plus concentrés dans les mains du président de la République, parce qu'on voit bien que quand il déraille et qu'il veut être seul face au peuple, c'est dangereux. Bien sûr qu'il faut changer de constitution. Il faut passer à une 6e République. Il faut passer à une 6e République où on a un exécutif fort et un Parlement indépendant et une capacité des citoyens à intervenir dans le débat entre deux élections sans avoir besoin de prendre la rue. De quoi? De la démocratie américaine? Ça veut dire qu'on s'inspire d'un système où les parlementaires sont libérés du poids de l'exécutif et où les citoyens peuvent intervenir entre des élections. La dernière élection présidentielle, c'était en 2017, la prochaine, c'est en 2022. Dans le monde de l'actualité permanente et des réseaux sociaux, on ne peut plus avoir un système où les citoyens disparaissent pendant 5 ans. Deuxième chose, un modèle économique qui permette de tout miser évidemment sur le progrès, mais qui ne laisse personne sur le bord de la route. C'est pas des mots, ça. C'est de faire en sorte que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de Français qui ont été débordés par les innovations technologiques. Il faut les remettre en selle pour qu'ils ne soient plus des poids pour l'économie, mais qu'ils en soient eux aussi les moteurs, qu'ils soient fiers de ce qu'ils apportent, plutôt que de subir la situation qui leur est faite. On fait une constituante, une assemblée constituante? Moi, je suis pour une assemblée constituante si le président de la République l'acceptait. Qu'on se mette autour de la table, et pas qu'avec des parlementaires, qu'on se mette autour de la table pour dire voilà comment on peut moderniser nos institutions pour les rendre plus démocratiques. Le drame regardez ce qui se passe. Tous les autres pays se sont transformés. Or, le président de la République française, dans notre Constitution, c'est celui qui a le plus de pouvoir de tous les chefs d'État occidentaux et le moindre contre-pouvoir. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous diriez que notre démocratie est verrouillée? Je dirais que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en République. La démocratie, ce n'est pas ça. Ah, d'accord. Alors, il y a les élections européennes, le 26 mai prochain. La démocratie, pardon, c'est un système où il y a un équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs dans la Ve République. À quoi ça sert? Ça sert à ce que quand un des pouvoirs dérape, un autre puisse le contrebalancer. C'est Montesquieu qui avait inventé ça, et finalement, c'est ce qu'on n'a plus mis en œuvre depuis 1958. Vous allez conduire une liste aux européennes? Oui. C'est confirmé? Oui, bien sûr. Vous accueillerez des gilets jaunes sur cette liste? Si nécessaire, enfin, certains se sont proposés, je les rencontre, mais le but n'est pas de faire une liste UDI, mais de rassembler toutes celles et tous ceux qui croient véritablement dans un projet européen, et qui, en même temps, si j'ose dire, ne veulent pas se laisser abuser. Est-ce que l'Europe est très populaire chez les gilets jaunes? Pas tellement.
Oh, mais il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont compris que le problème, c'était pas l'Europe. Pour le compte, je vous prends un exemple, ou que quand il y avait problème au niveau européen, il fallait changer l'Europe. Moi, je suis pour une Europe qui ne soit pas contre la feuille de paye. Pourquoi elle est contre la feuille de paye aujourd'hui? Parce qu'on accepte de la concurrence déloyale entre nos pays et nos salariés. Aujourd'hui, quand il y a un travailleur détaché qui travaille en France, il ne paye pas vos charges, il n'est pas payé à votre salaire. Donc finalement, vous avez des gens qui perdent leur boulot parce que d'autres viennent travailler moins cher et moins protégés. Je suis contre ça. Un principe simple, quand on travaille dans un autre pays de l'Union européenne, on est payé au salaire de ce pays et on paye les charges de ce pays. Ça remet tout le monde à égalité. Et vous voyez, sur les gilets jaunes comme sur d'autres sujets, exister face au monde, ne pas se laisser dicter la loi par M. Trump, par exemple, ou par M. Ping, ou par M. Poutine, faire en sorte qu'on soit réellement capable de sauver le climat. On est la première puissance commerciale. Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas que tout ce que nous achetons doit respecter un certain nombre de normes, y compris quand ça vient de l'extérieur? On est en capacité, en réalité, tous ensemble, de reconquérir des souverainetés, des pouvoirs que nous avons perdus face à la mondialisation. C'est à ça que doit servir l'Europe. Elle renforcerait en réalité nos nations. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est qu'une Europe des nations se fédère pour mieux gérer les migrations, pour mieux gérer le climat, pour mieux gérer les compétitions économiques déloyales qu'on nous fait aussi de l'extérieur. J'en ai marre de voir que des produits chinois produits par des enfants puissent être achetés ici sans payer de taxes. Du coup, on ne produit plus rien ici. D'accord. Alain Juppé a quitté le Parti des Républicains. On suppute... Il y a la rumeur veut qu'il pourrait peut-être conduire cette liste centrale qu'il appelait de ses voeux d'ailleurs avec le président de la République à l'occasion de ces européennes. Est-ce que ça vous ferait changer d'avis et peut-être vous rapprocher de Alain Juppé? Alors ça ne me ferait pas changer d'avis et je ne crois en rien à cette rumeur. Parce que j'ai la chance d'échanger assez régulièrement avec Alain Juppé. Mais ça ne me ferait pas changer d'avis pour une seule chose. Lors de ses vœux encore du 31 décembre, le président de la République a dit « Je vais vous présenter un projet européen ». Pardon, mais si le président de la République veut mélanger le bulletin Macron et le bulletin Europe, en réalité, il trompe une partie des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des millions de Français, qui veulent qu'on construise cette Europe efficace, qui veulent qu'on construise cette nouvelle Europe. Pardon, il y a des millions de Français qui veulent qu'on construise cette Europe efficace, mais qui ne veulent pas voter Macron pour autant. C'est ce que notre liste leur proposera, et bien au-delà de l'UDI d'ailleurs. Vous espérez combien? Quel est votre objectif? Non, mais moi, je m'engage dans une campagne pour défendre des idées, pas pour viser un objectif. D'accord. Le 26 janvier, il y a une marche qui devrait être organisée en soutien à l'actuel pouvoir exécutif. Est-ce que vous ferez partie de cette marche? Non, je n'en ferai pas partie parce que si je suis contre le désordre qui s'installe, que je suis sidéré que l'État et le gouvernement laissent à ce point s'installer le désordre, disons les choses très clairement, je ne vais pas devenir un soutien du gouvernement. Toutes les erreurs qu'il a commises, sur lesquelles nous les avons alertés... C'est un soutien au gouvernement, cette marche, ou un soutien aux institutions? Ça, ce sont les organisateurs qui le diront. Toutes les erreurs qu'il a commises et sur lesquelles nous les avons alertés, je les regrette. Je vous rappelle que nous avons dit dès le départ que nous étions constructifs, que nous voulions que ça fonctionne. Simplement, quand vous voulez faire des propositions à quelqu'un qui veut être sourd, évidemment, à un moment donné, ça pose un problème. Nous sommes avec Jean-Christophe Lagarde, qui est candidat aux élections européennes et qui sera à la tête de la liste UDI. Actuellement, il est député UDI à l'Assemblée nationale. Et on va poser vos questions, chers internautes, avec Jérémy Pontieux, qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Lagarde. Bonjour. Alors pour commencer, il y a beaucoup de questions qui se font autour du référendum. Qu'on fasse un référendum, et là on aura la voix du peuple, nous dit Janine. Et si lui pense au contraire, pardon, je vais le retrouver, qu'il faudrait que l'avis des citoyens freine les réformes d'envergure. C'est Bronito qui nous dit ça dans le Figaro.fr. Que pensez-vous de ce possible référendum? Alors le référendum, ce n'est pas une solution si on ne connaît pas la question. Moi je suis pour que le référendum puisse avoir lieu à condition qu'on connaisse la question. J'entends aujourd'hui que le président de la République imagine le jour des européennes, ce serait un curieux mélange des genres, et montrer que dans ces cas-là il évacue la question européenne, un référendum avec plusieurs questions. Pourquoi pas? Je dis d'abord, pas le jour des européennes, sinon vous êtes en train de tromper les Français. Vous cherchez en réalité votre légitimité et pas la réponse aux questions. Deuxième chose, il faut définir quelles sont les questions. Je pense qu'on a des questions, comme je le disais, qui sont d'ordre démocratique. Comment on rééquilibre les pouvoirs pour qu'on n'ait pas un président de la République tout puissant sans que rien ne puisse l'arrêter autre que la rue. Deuxième chose, comment on organise la vie économique et sociale de notre pays pour que chacun de ceux qui travaillent ou ont travaillé soit sûr de pouvoir s'en sortir à la fin du mois, pour que, deuxièmement,
on donne en réalité à chacun sa chance de réussir. La progression sociale, la capacité à travers l'éducation notamment, ou la formation au cours de la vie, d'employer ses talents et d'en tirer les bénéfices. Est-ce que vous êtes pour le référendum d'initiative populaire? Oui, citoyenne. Oui, et moi je fais des propositions assez simples. Avec des filtres quand même. Il faut des filtres forcément, mais les filtres c'est pas pour coincer les gens, c'est pour ne pas faire n'importe quoi. La démocratie directe chaque semaine, ça fonctionne pas. Par exemple, un référendum sur la peine de mort aujourd'hui, ça aurait un sens? Ça ne fonctionnait pas. La démocratie directe chaque semaine, ça ne fonctionnait pas à Athènes avec 10 000 citoyens. Vous imaginez que ça ne fonctionnera pas à 44 millions. Sur la peine de mort, par exemple. S'il y a des Français qui veulent qu'on vote là-dessus, je ne vois pas au nom de quoi on les empêcherait de voter. Mais pardon, il y a deux filtres faciles. Un premier filtre, c'est que s'il y a 500 000 Français et une cinquantaine de parlementaires qui sont d'accord, on fait un référendum sur le sujet choisi. Le deuxième filtre, c'est sans les parlementaires, 1 million de Français. 1 million de Français, dûment inscrits sur les listes électorales, parce que j'ai vu beaucoup de gens sur les ronds-points réclamer les référendums d'initiative citoyenne, dont une partie sont sans doute pas inscrits ou ne votent jamais. On ne peut pas demander à être citoyen à mi-temps, c'est pas un clignotant le citoyen, c'est tout le temps. Autre question, Sich nous dit l'UDI compte-t-il soutenir une décentralisation massive pour lutter contre le président au plein pouvoir? Nous dit-il, il faut déjà se décentraliser. Alors je regrette qu'ils ne connaissent pas mieux nos propositions, mais c'est ce que nous proposons depuis 25 ans. Nous pensons qu'on doit déconcentrer, décentraliser le pouvoir au maximum, y compris en étant capable de différencier les territoires. Vous n'avez pas la même problématique quand vous êtes en Alsace, dans la région Alsace, parce que vous êtes frontalier, que vous avez des confrontations, vous avez des concurrences, mais vous avez des complémentarités avec vos voisins allemands, que quand vous êtes en Bretagne, où vous êtes dans une situation de presqu'île. Vous êtes pour une législation différenciée? Bien sûr, je suis pour que les régions puissent s'adapter à leur contexte propre. La région du Limousin, pardon de parler des anciennes régions, mais ce sont celles qui, en fait, sont les bassins de vie des Français. C'est pas la même chose que la région Île-de-France. Et donc la réglementation, elle ne doit pas être normale. D'ailleurs, je vous ferai observer que ça n'empêche pas d'être français. On peut être en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, voire même à Mayotte, être français et avoir des législations différentes parce que vous avez des situations différentes. Ce qui tue la France, et le modèle français dont on parle tant, c'est de vouloir tout mettre sous la même uniformité, ce qui empêche l'égalité. C'est notre histoire qui veut ça aussi. C'est notre histoire, mais il serait peut-être temps d'écrire une nouvelle histoire. Alors, autre question, Michel, pourquoi ne pas appliquer aux GAFA le même taux d'imposition que celui applicable aux autres sociétés françaises? Y seriez-vous favorable? Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer encore davantage les GAFA? Alors je ne sais pas si on peut arriver au même niveau que les sociétés françaises qui sont matériellement, parce qu'il y a des questions techniques qui se posent, mais évidemment, je suis pour cette taxation et je suis pour la taxation des transactions financières qu'on dit immédiates. Vous savez, ces mouvements, jour après jour, enfin bref, où on crée de l'argent sans créer de richesse. Moi, je veux bien qu'on impose les gens qui créent de la richesse, mais imposer, entre guillemets, encore plus fort des gens qui ne créent pas de richesse et qui pour autant créent de l'argent. Je veux terminer sur les GAFA. C'est au niveau européen qu'on le fera efficacement. Et si l'Europe ne veut pas, à ce moment-là, il faut le faire seul. Mais la réponse européenne, c'est dans quelques jours qu'on l'aura. Et dans le nouveau Parlement européen, au moment des élections, pas qu'en France, quand tous les peuples diront oui, il n'y a pas de raison qu'à travers nos réseaux sociaux, les informations qu'ils collectent, ils créent de telles fortunes et qu'ils ne payent pas d'impôts qui nous soient rendus. Ça, on peut le faire. Et croyez-moi, j'ai plus confiance dans les peuples d'Europe qui savent tous comprendre ça que dans leurs gouvernements qui, pour l'instant, sont trop bloqués. Sur le Figaro.fr, un internaute du nom de 36 nous demande quelle est la position de M. Lagarde concernant la proportionnelle, nous dit-il, lors des élections législatives. Là encore, nous sommes pour la proportionnelle depuis très longtemps. Pour être très concret, l'idéal pour nous serait un système où la moitié est élue au scrutin majoritaire pour avoir des représentants directs et la moitié à la proportionnelle. Ça dégage des majorités, ça permet de dégager des majorités, surtout si vous avez un correctif. Ça dégage des majorités, mais ça permet à toutes les idées d'être représentées à l'Assemblée. Je disais tout à l'heure qu'il fallait que le mouvement des Gilets jaunes ait une traduction politique. Vous êtes favorable à une liste pour les européennes, par exemple? Oui, je vois que le pouvoir est favorable, enfin que le gouvernement est favorable, parce que ça diminuerait le FN. Mais s'il le souhaite, c'est à eux de le décider. Je dis simplement qu'on ne peut pas vouloir faire de la politique et ne pas faire de propositions politiques. Il n'y a pas de proposition politique et donc pas de débouché politique dans ce mouvement. C'est ce qui aujourd'hui enferme des gens dans une situation de désespérance qui ensuite conduit à la violence, surtout face à un gouvernement dont je le disais, qu'il n'a plus l'autorité et qui n'est même plus capable de protéger ses ministères. Ils se sont réunis dans les locaux du journal La Provence, là, ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Bernard Tapie, sans doute d'ailleurs avec la bienveillance de M. Macron, cherche à créer un débouché politique. Qu'il crée un débouché politique. Ça ne vous gêne pas, ça? Mais ça ne me dérange pas. Moi, écoutez, la politique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des idées, de les porter et d'avoir des concurrents. Le problème de ces concurrents-là, aujourd'hui, c'est qu'ils ne portent pas les idées, ils contestent le système en place. Premier élément. Et deuxième chose, ça obligerait à ce moment-là tout le monde à se démasquer, parce que vous avez des tas de gens là-dedans, qui font ça sous couvert d'anonymat, mais la démocratie, ça ne peut pas être anonyme. Je ferai d'ailleurs des propositions plus généralement sur les réseaux sociaux et l'anonymat. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Où est-ce que vous ferez ces propositions? À l'Assemblée nationale, naturellement, en disant qu'on ne peut
peut pas entrer dans le débat démocratique, souvent malheureusement dans l'injure, dans l'excès, dans les débordements, et puis être anonyme. Non, non. Il faut être face dévoilée quand on veut être dans la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'elle exige à la fois, elle donne le droit, absolu de la liberté de son opinion, mais elle exige le respect de l'opinion de l'autre. Et quand dans l'anonymat, il y a de la lâcheté, il n'y a pas de respect de l'opinion des autres. C'était le mot de la fin de Jean-Christophe Lagarde. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles de vous autres, internautes, relayées par Jérémy Pontieux. Merci Jérémy. Et à demain pour de nouvelles aventures.